literature in African languages, urban cultures and the political imaginary, and he lives and works here in Dakar. Welcome and thank you for joining the panel. Our second speaker, should he join it, be able to, if we can work out the tech for him to join us, is Marguerite Jamé. Marguerite worked with Fatou Kiné Diouf on the research here in Senegal and was closely involved in the project rather than simply translating and organising logistics. He also, I don't think that's going to work. He also identified the research sites and worked with many of the participants to engage them with the project. He holds a PhD from the University of Massachusetts Amherst in International Development and Education, and he's also a founding member of the NGO Save Our Languages, which in Wolof is Saklan Samu? Sama Sunilak. Sama Sunilak. The right words, the wrong order. And Korka Sao also holds a PhD from University of Massachusetts Amherst in American Studies, and her doctoral research is on African women's literature and feminism, particularly in relation to resistance movements, including the Harlem Renaissance, Negritude, and transnational cultural studies. And she also has research interests in international and comparative education. And she's currently the director of the Minnesota Program for International Development, which is a study abroad program, which I think some of the people here are attending. So Korka also has been very involved in the project since its initiation here in Senegal, and indeed it was her that put me in touch with West African Research Centre, who have done so much to support this research and for which I'm very grateful, as is the rest of the team. So, I guess what I'd like to hear about really is your responses to the film in any capacity or any aspect that you want to respond to. Thank you. We have about 20 minutes before 5 p.m. So. Oh, we can run over a bit, perhaps. Yeah. Yeah. Talk past or something. Merci beaucoup. Chers collègues, merci professeur Sen de m'avoir associé à cette rencontre. Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, moi, j'allais dire, après avoir regardé le film, j'avais plus de questions que de considérations pour m'en parler. Bon, tout cela viendra dans le débat. Alors, puisqu'il a été question des langues, et des langues africaines comme problématique, en regardant le film, j'ai vu deux moments. Alors, un premier moment d'exécution, je ne sais pas si c'est lié au projet du film, où les jeunes filles, les jeunes garçons travaillent, un travail domestique ou travail professionnel entre guillemets, mais dans le silence. Il n'y a pas une communication verbale affirmée. Alors, c'est peut-être en même temps une question. Dans la deuxième partie du film, il y a plus de discussions. C'est là qu'on voit les interactions verbales qui, de mon point de vue, sont naturelles, puisque l'apprentissage du métier se fait à l'intérieur d'une société et se fait dans la vie quotidienne. Ce qui fait que quelquefois on ne le sent pas. On a l'impression que les gens naissent avec le savoir. Ils ne naissent pas avec le savoir. Ils apprennent ce savoir dès la naissance et pendant tout le processus. Et ce savoir, il s'obtient de deux façons. L'observation, mais également le verbe. Il est accompagné par des indications, il est accompagné par un verbe pluriel. Il peut être un verbe directif, un verbe pédagogique. Même dans la pédagogie, il y a du poétique, il y a des procédés mnémotechniques, il y a une dimension ludique. Donc il y a toute une pédagogie quelquefois implicite. Et c'est véritablement affirmé dans la deuxième partie, jusqu'au plan dans la fabrication des jouets et dans la fabrication des vélomoteurs et autres. C'est pour ça que j'ai eu l'impression qu'il y avait deux parties. Une partie plus liée au film, où voilà, les gens sont en prestation à la limite, et une deuxième partie où ils sont plus naturels, ils sont plus dans le quotidien. Alors je ne sais pas si c'est lié à un partie esthétique ou pédagogique, mais c'est ma première impression. Voilà, donc je pourrais peut-être revenir à la lumière des réponses que j'aurai. So he says, like, watching the film, he sees two different parts in the film. The first part being kids
executing, working, right, making, transforming food, or just really participating in activities in the house or the field with adults, yes, of course, right, working with them closely. And then the second part being more like a natural engagement between the children themselves, right? And making toys, you know, communicating, not necessarily orally, but really like natural interaction that they have between themselves. And he says that when you're working in a field, like for example, you are working with metal, transforming the metal, so you don't necessarily need to speak directly, but there are certain code that the adults may have, the two, like the one observation that he has in the film so far, and he doesn't know if it's intentional or is it just came like that as you were making the documentary. Okay, so the question is about intention then? Et donc la question c'est est-ce que c'était un choix, les deux parties du film? Okay. So the film, the narrative for the film was made after the footage was shot. So in that sense, it was entirely intentional because it was all done in editing. So there's nothing accidental in the film at all. Also, I should add, everything that we filmed, we set up for the film. So it's not a fly-on-the-wall documentary. However, do you want to translate that bit and then I'll say the second bit? Sure. Donc, elle a dit que I'm going to give them the background of like the film. Sure. Donc, quand ils avaient cette idée du projet, ils avaient des questions spécifiques, d'accord? Ils sont allés au Sénégal, dans 3 pays africains, où pendant ces jours-là, ils observent les enfants, n'est-ce pas? Soit des enfants qui apprennent de leurs parents, l'activité que leurs parents font, qui sont toujours là à observer et à copier ce que les adultes font. Et aussi, les enfants entre eux en train de jouer, de créer des jouets et tout ça. Donc, elle a dit que le film a été, les choix des images, c'est eux qui l'ont fait bien sûr, mais ce sont des images qui sont prises naturellement comme ça. Ils passent la journée, toute la journée avec les enfants, ils observent les enfants, ils prennent des images. Et c'est après cela qu'ils ont regroupé les images des 3 pays pour montrer comment les enfants apprennent soit de leurs parents des activités, n'est-ce pas, ou bien créent même, utilisent leur créativité pour créer des jouets et jouer entre eux, sans nécessairement utiliser le français ou l'anglais, n'est-ce pas, mais en utilisant leur langue maternelle, ou bien même dans le silence. Il y a déjà ce contact naturel que les enfants ont entre eux. Et les 4 questions que le projet s'est focalisé sur ces 4 questions. La première, c'était comment les communautés des villages pensent-ils que les enfants apprennent la langue et d'autres compétences et connaissances, notamment les sciences et les mathématiques. Est-ce qu'on peut apprendre les sciences et les mathématiques quand on est enfant dans la maison? D'accord? La deuxième question, c'était quel lien existe-t-il entre ce que les enfants apprennent avant d'aller à l'école et ce qu'ils apprennent à l'école? La troisième question, c'était est-ce que tout le monde doit acquérir les mêmes compétences et connaissances ou différentes personnes doivent-elles connaître différentes compétences ou connaissances? Et la dernière question, c'était qu'est-ce que les écoles et autres institutions, par exemple les ONG, pensent que les enfants apprennent avant d'aller à l'école? Donc ce sont les 4 points, les 4 questions qui étaient le fondement même de ce projet. Et naturellement, ils sont allés dans les villages, ils sont allés dans 3 pays africains où ils observent les enfants pendant 1 mois. C'est comme ça que le projet a démarré. Autre question ou commentaire? Si on avait ce background, évidemment, ça aurait été plus facile peut-être d'orienter la discussion dès le départ. Alors, le premier constat d'évidence, c'est que, évidemment, comme je l'ai dit au départ, toutes les activités se font dans une langue. Dans la famille, il y a une langue, n'est-ce pas? Que ce soit pour apprendre, que ce soit pour éduquer, que
que ce soit même en termes de croyance, dans la vision du monde, elle est véhiculée par une langue. Donc tout ce que l'on apprend dans la famille se fait à travers la langue, ce qu'on peut appeler la langue maternelle. Donc sinon il n'y a pas de savoir. Sans cette langue-là, il n'y a pas de savoir. Or, tout ce qu'on nous a montré, c'est des savoirs et des techniques avérées qui existent depuis des siècles et qui sont mises en mouvement dans la création. C'est-à-dire que la répétition se fond dans la création. Donc on semble répéter quelque chose qui est là depuis des siècles, mais en répétant, on recrée. Puisque même la matière change, le contexte change, la cour de la maison elle-même elle évolue, voilà, le temps qu'on a évolué, les interactions évoluent, le cadre évolue. Donc on répète quelque chose qui a été créé par les ancêtres, mais on l'adapte toujours au contexte. Et tout cela est accompagné par des interactions verbales, des échanges. Donc ça c'est une chose. La deuxième, le lien avec l'école. Bon, ça c'est notre grande difficulté. Ce qu'on apprend à la maison et ce qu'on apprend à l'école. Ça c'est la grande difficulté, surtout dans les pays francophones, puisque l'école ne s'est pas positionnée comme un prolongement. L'école s'est positionnée à la limite comme quelque chose qui s'oppose à ce qui se fait dans la famille, à commencer par la langue. L'école vous interdit toujours de parler même la langue de la famille. Comme si c'était une langue qui ne peut pas porter le savoir. La langue de la famille, c'est la langue des échanges, des discussions vaines. Et la langue française ou la langue officielle, c'est la langue du savoir. Donc, alors que ça ne repose absolument sur rien du tout, cette division, encore moins cette opposition-là. Au contraire, l'enfant gagnerait dans la connexion aussi bien entre les savoirs de la famille, les savoirs de l'école, qu'entre les deux langues. La possession de sa langue lui ouvrant déjà des savoirs. Donc, voilà. Donc, ça c'est la grande difficulté. Donc, je ne sais pas à quelle conclusion ils ont abouti, mais c'est ça la grande difficulté chez nous. L'articulation entre les savoirs traditionnels, les savoirs familiaux, les langues africaines et les langues dites officielles ou langues d'apprentissage. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Et ça même, ça fait partie des objectifs de ce film, parce qu'ils ont dit que les résultats de cette étude permettront également de travailler avec les parents, avec les enfants, avec les communautés sélectionnées pour ouvrir les discussions. Comment est-ce qu'on peut intégrer ce que les enfants apprennent dans la maison, à l'école, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre ce que l'enfant fait à la maison et ce qu'elle va, ou bien ce qu'il va apprendre à l'école. I don't know if you need translation. Oui, allez-y. C'est la question maintenant des savoirs, les mathématiques, la géographie, l'histoire, les sciences naturelles. Et tout cela s'apprend dans la famille tous les jours. À travers le conte, dans tous les contes, vous verrez qu'il y a la question de l'espace, qu'il y a la question du temps, qu'il y a la question des valeurs, qu'il y a des questions d'histoire, qu'il y a des questions de géographie, etc., etc. Vous verrez dans les champs que ces questions-là sont abordées. Vous verrez dans le travail même, dans la forge. Mais vous ne pouvez pas être dans la forge sans vous intéresser aux questions de température, même si ce n'est pas avec le même langage de la classe. Donc c'est pour ça que je dis la difficulté, c'est la connexion. Tous ces savoirs-là, déjà l'enfant a des aperçus avant d'aller à l'école, oui, quand il arrive à 6-7 ans. On ne va pas dire qu'à 6-7 ans, on arrive complètement vierge de tout savoir, de toute connaissance. Donc la difficulté, c'est tout simplement d'articuler ces savoirs-là avec ce qui arrive. Voilà. So for your context, so you discussed a little bit about how, already in the household, the kid is exposed to math, to sciences, and it's like part of the everyday activities, through storytelling that we do, through what else, like the activities in, for example, helping their parents transforming food or working the metals, all the activities that the kid is exposed in the house is already involved math, science, Absolutely. all those knowledge. Now the difficulty is how to translate that into school, because it seems like there's always some type of rupture, some type of disconnect between what the kid learns at school and what they already have as knowledge from their interaction with adults in the family, but also between themselves. Absolutely. So it's like a very important question. That's very challenging, I think, if we think about education and how we can implement those. But it's a very founding question that needs some reflection for education. C'est bon? C'est bon. Oui, professeur. Mais je ne vais pas être long pour que quand même le public puisse poser des questions. La première des choses,
c'est ça. Regardez ce que j'ai avec moi. Ça. 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 Ah. Voilà. Et ça, ce n'est pas seulement le film. Les gens de notre génération, on n'allait pas à la boutique nous acheter des jouets. On faisait des jouets nous-mêmes. Ou alors, autoguitare. Et tout ça, on faisait ça. Quand j'ai vu le gosse en train de fabriquer une sorte de camion, j'ai dit, ça, j'ai fait ça. Quand je l'ai vu fabriquer une sorte de bicyclette, j'ai dit, ça, je l'ai fait. Même par rapport à l'eau, on avait toutes les subterfuges possibles pour produire nos propres jouets. Alors, vous produisez vos propres jouets, vous créez des formes. Vous n'avez pas besoin de la classe pour vous montrer un triangle, un rectangle, un cercle. Ces enfants-là, ils ont fait toutes ces formes-là. Ça, c'est un. De deux, l'essentiel du matériau qu'ils utilisent, c'est du matériau local. Ou alors, si c'est du matériau qui est, par exemple, emprunté à une bicyclette importée de France, il y a détournement du matériau pour en faire ce que l'on veut. Donc, il y a une adaptation et un recyclage extraordinaire qui sont là. Et donc, l'apprentissage, la connaissance du monde, ce n'est pas tout simplement la propriété de l'école occidentale. Dans les villages, on apprenait des choses extraordinaires qui pouvaient permettre de transformer la nature et de développer sa richesse. L'autre problème, et c'est le dernier point, quand vous regardez tous ces enfants-là travailler, vous vous posez une question par rapport aux ONG internationales et aux organisations internationales et aux défenseurs des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, child labor? Qu'est-ce que ça veut dire, le travail des enfants? On nous répète, oui, les enfants, ça ne doit pas travailler, les enfants, ça doit... Mais ces enfants travaillent toute la journée, et le travail, c'est comme un jeu pour eux. Donc la nécessité d'adapter les choses par rapport à nos contextes.
Voilà. Mais je vais juste ajouter une phrase qui fait la connexion avec ce que vous avez dit et ce que le professeur a dit tout à l'heure. Alors, non seulement il y a une connexion en termes de savoir, mais puisqu'on parle de menaces de changement au plan climatique et économique, mais ce qu'on a vu, c'est que pour nous tous qui avons eu des amis qui ont été dans ces situations-là, mais économiquement ou financièrement, ces activités ont soutenu les études de ces enfants, voire de ces jeunes, jusqu'à la période où on est étudiant. Donc on rentre au village pour aller au champ, ou pour faire le métier, ou pour aller à la pêche, ou pour faire d'autres métiers de la famille, qui vous permettent de mener correctement vos études, de les payer à la limite. Donc il n'y a pas une fatalité qui fait que ces enfants vont toute la vie fabriquer des jouets. Ça dépend du contexte. Il y a des situations où c'est une entreprise familiale, c'est une tradition qui fait que c'est ça qu'on fait dans le microcosme de père en fils. Mais il y a d'autres situations, elles sont plurielles, où on le fait parce que c'est dans le cadre de la famille, et mieux on le fait aussi pour soutenir ce qu'on fait à l'école. Donc il y a une sorte d'interaction dans les deux sens. Voilà.
I was taking photographs on my iPhone of this, and the father said, "Why are you so interested in these cars that they make?" And I said, and I explained the project, like why I was so interested. And he said, "Ah, well that's interesting because he," and he pointed to his son, "he was doing very badly at school, and since he started making these cars, I've noticed that his confidence has increased, and he started doing better at school." So it really speaks to the point that you just made. So, okay. Bon, je récupère d'abord mon faux gars. Voilà. N'est-ce pas qu'il y a le Oui. Oui. Alors, on est obligé d'arrêter là parce que le temps passe. En plus de ça, un cocktail est prévu pour vous. Donc, les gens qui n'ont pas pu poser de questions, vous vous retrouvez derrière avec le professeur Ibrahim Ouane, avec Dr. Korkassal, professeur Karen Wells derrière. Vous mangez et vous leur posez des questions. Ceci étant dit, ça c'est une coïncidence extraordinaire. Mon ami Ian Hopwood, non seulement a attiré mon attention sur une publication qui est connexe, mais aussi vraiment une publication extrêmement importante qui s'intitule African Futures and Childhood Studies in Africa, or Futurs africains et les études sur l'enfance en Afrique. C'est une publication du Codex RIA et c'est signé Tatek Abebe, sans doute un Éthiopien. Absolument. Voilà. Basé en Norvège. Voilà. Ce livre sera mis à la disposition des chercheurs et des étudiants au niveau de la bibliothèque du WAC. Si vous voulez consulter ça après-demain, le temps que le bibliothécaire recense, il sera à votre disposition. Cela étant dit, on est près du mois de février et vous le savez, c'est Black History Month. On a fait passer une feuille de présence. Assurez-vous que vous avez mis vos noms et vos adresses e-mail pour que quand on va commencer les activités du WAC pour Black History Month, que vous soyez informés. Cette année, il y a une nouveauté. Ce n'est pas seulement le WAC qui fait une conférence et qui donne des films. Ce sera le WAC plus le très talentueux pinceau du Sahel. Qui est le pinceau du Sahel? Khalidou Kassé, qui va travailler avec un artiste africain-américain qui s'appelle Yirne Brown, et ils vont faire des choses entre le WAC et le musée des civilisations noires. Pour le kick-off, c'est-à-dire la première manifestation, il y a un nouveau film qui vient de sortir et qui s'appelle Black King. Non, Woman King. Woman King. C'est les Amazones de Dahomey là qui ont semé la terreur parmi les hommes. Voilà, donc Woman King, ce sera le premier film que l'on montrera, je crois, le 2 février. Mais on va vous donner tout le programme et vous suivrez avec nous. Donc, on va tous ensemble remercier d'abord mon ami, le professeur Ibrahim Ouane, qui n'a pas mangé pour être sûr d'arriver ici. Voilà, m'a protégé Korkassal, applaudissements. Et notre chère Karen Wells, who promises to come back again and again. So now